Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière conférence de la journée du Forum de la formation vétérinaire sur le post-bac présenté par le professeur Marc Goni. Je vous rappelle simplement de bien laisser vos micros coupés, vos caméras coupées et de poser vos questions dans le chat, et c'est moi qui me chargerai de les regrouper pour les poser aux conférenciers. Bonne conférence. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente à vous, je suis effectivement Marc Goni, j'ai été directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, mais depuis un peu plus de 2 ans, je suis chargé de mission pour le compte du ministère de l'Agriculture et des 4 écoles vétérinaires sur l'organisation de ce concours vétérinaire au baccalauréat et sur la première année qui suit ce concours dans les écoles vétérinaires. Donc, effectivement, je vais vous présenter l'ensemble du panel et puis j'en ai pour, mettons, autour de 45-50 minutes et après, j'aurai le temps pour répondre à toutes vos questions que Thomas va collecter et qu'il pourra me transférer, sachant qu'effectivement, il ne m'est pas facile pendant la présentation de suivre en temps réel le fil de discussion. Donc, les candidats qui rentreront dans les écoles vétérinaires juste après le baccalauréat entreront ici à gauche de la diapo directement en première année des écoles vétérinaires. Cette première année est appelée première année commune aux ENV parce que le programme et presque le timing sont identiques dans les 4 écoles vétérinaires françaises. Ils ne seront que 40 par école, forment une toute petite promotion, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, une promotion de 40, et ils seront rejoints 1 an plus tard, à partir de leur 2e année, par tous les autres étudiants qui entrent par les voies d'accès déjà existantes et qui sont conservées, qu'il s'agisse du concours A qui se fait après les classes prépa, d'un concours ATB après une prépa également, mais pour ceux qui ont passé un bac technologique, le concours B après les licences à l'université, des licences dans le domaine de la biologie évidemment, le concours C après un BUT, une 2e année de BUT à minimum ou un BTS agricole, puis une prépa spécifique, et puis un concours D pour tous ceux qui ont un diplôme de master ou plus. Je ne parle pas du concours E qui est un petit peu particulier, et de toute façon, je ne suis là que pour vous parler de cette voie qui est donc la voie d'accès au baccalauréat. Les objectifs qui ont sous-tendu la création de cette nouvelle voie d'accès sont présentés ici. Le premier est clairement de raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires. Partout ailleurs en Europe, c'est entre 5 et 6 ans, et en France, jusqu'à présent, c'était 7 ou 8 ans, puisque les étudiants qui entrent par les autres voies d'accès ont déjà eu 2 ans, voire 3 ans après le bac, plus 5 ans dans les écoles, ça fait donc 7 ou 8, alors que les étudiants qui rentreront directement au bac auront 6 ans d'études en école vétérinaire, contre 5 pour les autres, mais par contre 6 ans en tout, donc un diplôme beaucoup plus rapidement à bac plus 6. Les autres objectifs sont de recruter des élèves de très bon niveau scolaire, mais auxquels on souhaite des qualités personnelles différentes que je présentais tout à l'heure et qui seront avérées puisque les épreuves du concours vont aussi porter sur ces qualités personnelles. Enfin, on souhaite améliorer la diversité sociale des étudiants, qu'on considère comme un peu trop homogène actuellement, et leur diversité territoriale, là aussi manquant de diversité, avec beaucoup d'étudiants qui viennent des grandes métropoles sur le territoire national, avec moins d'étudiants dans les départements non métropolitains et dans les départements, enfin dans les territoires ultramarins. Je commence par les conditions d'éligibilité. Qui peut se présenter au concours post-bac? Tout d'abord, il y a les conditions de nationalité. Il faut être français ou citoyen d'un pays de l'Union européenne ou de ce qu'on appelle un État qui a partie à l'accord européen, c'est-à-dire la Suisse, l'Islande,
la Norvège et le Liechtenstein. Ça vaut pour le concours post-bac, mais ça vaut pour tous les concours d'entrée aux écoles vétérinaires. Et donc, il faut être un citoyen de ces pays-là pour pouvoir présenter les concours d'entrée. Il existe une autre voie pour les non-français, enfin les non-citoyens de ces pays-là, mais il faut se renseigner spécifiquement parce que c'est une voie sur dossier et au compte-gouttes. L'ensemble de ces conditions de nationalité d'éligibilité sont d'ailleurs décrites, je me décale un peu, dans un arrêté que vous pouvez trouver facilement sur Légifrance, qui est l'arrêté du 1er août 2019, ayant trait à ces voies d'accès aux écoles vétérinaires. Ensuite, il y a des conditions spécifiques d'éligibilité pour la voie post-bac qui sont toujours dans l'arrêté du 1er août 2019. C'est quoi? C'est qu'il faut être en terminale. La voie post-bac n'est pas possible pour des reprises d'études ou pour des gens qui seraient déjà en première année de prépa ou qui seraient déjà à l'université, etc. Il faut être en classe de terminale et préparer pour la première fois, on ne peut pas non plus redoubler sa terminale, un baccalauréat dans la filière générale. C'est-à-dire que très clairement, les filières technologiques et les bacs pro ne sont pas éligibles pour préparer le concours post-bac. Il y a d'autres voies qui permettent de le faire, mais pas celle-là. Par contre, le lycée peut être en France, mais ça peut être aussi un lycée français à l'étranger, donc en France métropolitaine ou ultramarine, ou un lycée français à l'étranger qui prépare le bac généraux. Mais ça peut être aussi des candidats de l'hémisphère sud, par exemple en Nouvelle-Calédonie, on en a eu en 2021, qui passent le bac général pour la première fois, sauf qu'ils le passent au mois de décembre qui vient là, et non pas ultérieurement. Et puis ça peut être aussi des Français à l'étranger, mais pas dans des lycées français qui préparent le baccalauréat, dans des lycées français non adhérents au réseau ou dans des lycées non français et qui prépare un diplôme équivalent au baccalauréat général. Donc ça reste tout à fait possible. Dans tous les cas, quels que soient les types de formation, il faut passer par Parcoursup. C'est obligatoire et impératif, ça ne sert à rien de candidater directement dans une école vétérinaire ou une autre. Quelles sont les spécialités? Pour ceux d'entre vous qui sont en terminale, les choix sont faits, évidemment. Pour ceux d'entre vous qui sont en première, ils peuvent se demander quelle spécialité conserver ou quelle abandonner l'année prochaine. Et pour ceux qui sont en seconde, être confortés dans leur réflexion et leur choix. Très clairement, les écoles vétérinaires, tout comme d'ailleurs toutes les écoles du ministère de l'Agriculture, ont recommandé en première la triplette SVT, Sciences de la vie et de la terre, ou son équivalent pour ceux qui sont en lycée agricole et qui ne s'appelle pas SVT, qui s'appelle biologie-écologie. Premier élément de la triplette. Ensuite, physique-chimie et ensuite maths. Voilà les trois spécialités qui sont les spécialités reines pour les écoles agro et véto en première. En terminale, nous recommandons de conserver celles qui sont en violet, donc SVT ou biologie-écologie, et physique-chimie. Voilà. Et d'abandonner maths en terminale, mais de choisir l'option maths complémentaire parce que ça va quand même être important d'avoir un niveau minimal en maths en terminale. Pardon, en rentrant en première année d'école vétérinaire. Donc voilà. Mais cela dit, je reparlerai tout à l'heure des critères d'admissibilité. Là, je parle des choix de spécialités recommandés. On verra que toutes les spécialités permettent de présenter quand même le concours post-bac. Ce sont des spécialités recommandées ou fortement recommandées pour la bio, mais pas obligatoires. Tout se passe sur la plateforme Parcoursup. Pas tout à fait tout, je vais vous le dire dans un instant, mais vous voyez que la liste est quand même longue. C'est sur Parcoursup que vous exprimez votre vœu de présenter le concours post-bac. C'est via Parcoursup, à travers Parcoursup, je vais vous le décrire dans un instant, que vous payez les droits d'inscription au concours veto post-bac. C'est sur Parcoursup que vous confirmez votre vœu avant le 7 avril à minuit. Si vous êtes admissible quelques jours plus tard, quelque part, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais entre le 15 et le 19 avril, vous recevez, si vous êtes admissible, un mail de Parcoursup, même pas de nous, vous disant « Bravo, vous êtes admissible aux épreuves orales ».
connectez-vous sur Parcoursup pour choisir le jour et l'heure de votre passage d'épreuve. Et lorsque vous aurez fait ça sur Parcoursup, c'est sur Parcoursup que vous recevez, c'est via Parcoursup que vous recevez votre convocation à ces épreuves, convocation officielle, qui peuvent vous servir si vous êtes en zone académique B. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, c'est à partir du 2 juin, c'est Parcoursup qui vous dira si vous faites partie des heureux admis ou pas. Et c'est après le 2 juin, Parcoursup qui vous permettra de choisir l'école vétérinaire dans laquelle vous serez affecté. Je vais décrire tout à l'heure comment ça marche l'affectation dans les écoles. Ce qui n'est pas géré par Parcoursup, hop, c'est le questionnaire de préorientation. Je vais vous décrire dans un instant ce que c'est. Et c'est bien sûr les épreuves proprement dites que nous organisons avec nos moyens techniques. Enfin, Parcoursup est ainsi fait que si vous avez confirmé un vœu pour le concours, mais que vous n'êtes pas admissible aux épreuves orales, il ne vous en avertit pas. Et donc, vous restez dans l'expectative, mais rassurez-vous, nous enverrons un mail aux candidats malheureux non admis aux épreuves orales pour les en prévenir. Comment ça se passe? Le concours est commun aux 4 écoles vétérinaires, donc il ne sert absolument à rien là encore d'envoyer des dossiers ou des demandes à chacune des écoles. C'est sur Parcoursup que vous exprimez. Alors vous exprimez quoi? Eh bien, un vœu pour le concours commun, formation École nationale vétérinaire au pluriel. Et c'est dans un deuxième temps, toujours sur Parcoursup, qu'un menu vous permet de choisir là ou les écoles vétérinaires dans lesquelles vous souhaiteriez faire vos études. Je vous invite très clairement à mettre les 4 écoles vétérinaires, je dis bien les 4, en sous-vœu, sauf si vraiment vous savez déjà que vous préféreriez ne pas entrer dans une école vétérinaire plutôt que d'être affecté, mettons, à plus de 200 km de votre famille, ce qu'on peut parfaitement comprendre, mais dans tous les autres cas, vous mettez les 4 écoles en sous-vœu. Le choix de l'école, en effet, se fait comment? Il se fait, à partir du moment où vous êtes admis au concours. Il y a donc 160 candidats qui sont déclarés admis puisqu'il y a 160 places. Et Parcoursup va envoyer un mail, mais par vague de 40. Les 40 les mieux classés vont recevoir un mail dès le 2 juin à 8 h du matin. Et ceux-là, comme il y a 160 places et qu'ils ne sont que 40 et qu'il y a 40 places par école, ça veut dire que les 40 les mieux classés, ils sont sûrs d'aller dans l'école qui est leur école de préférence. Parcoursup ne vous demande pas de classer vos écoles. Il vous demande simplement dans quelle école vous aimeriez aller. Donc, ensuite, vous n'avez à aucun moment à dire quelle école vous préférez. C'est au moment de l'admission, vous choisissez l'école où vous voulez aller. Sauf que si vous êtes bien classé, vous avez le choix. Mais si vous êtes entre le 120e et le 160e, eh bien, possiblement, il peut rester de la place que dans une, au maximum 2 écoles. Et donc là, vous allez où il reste de la place. Ce qui fait que si vous n'avez mis que 2 écoles, par exemple, mettons, vous avez mis Maison Alfort et Lyon, en fonction de la géographie familiale. Eh bien, si vous n'êtes pas dans les mieux classés et si toutes les places sont prises à Maison Alfort et à Lyon, eh bien, vous serez obligé d'aller à Nantes ou à Toulouse si vous êtes dans les 160 premiers, mais pas dans les mieux classés. Si vous ne les avez pas mis en sous-vœu, vous ne pourrez pas. Parcoursup est ainsi fait, c'est la réglementation française, hein, vous ne pouvez pas être affecté dans une école sur laquelle vous n'avez pas officiellement exprimé un sous-vœu. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite très clairement à exprimer les vœux pour les 4 écoles vétérinaires si vous êtes sûr d'être motivé pour les études vétérinaires. C'est d'autant plus facile de faire ça que, vous allez le voir, le choix du concours commun ne vous compte qu'un vœu parmi les 10 que Parcoursup autorise. Sur Parcoursup, vous pourrez formuler un vœu pour 10 formations, moins si vous voulez, mais jusqu'à 10 formations maximum. Eh bien, le concours commun veto, même alors qu'il y a 4 écoles, ça compte pour un seul vœu parmi les 10. Et en sous-vœu,
Que vous mettiez une seule école ou 4, ça vous compte 0 sous-vœu dans tous les cas, parmi les 20 qu'autorise Parcoursup. Voilà. Donc, vous avez tout intérêt, si vous formulez un vœu pour le concours commun post-bac vétérinaire, à mettre les 4 écoles vétérinaires. Je précise qu'à aucun moment, si vous êtes admis, vous n'êtes tenu et obligé d'intégrer une école vétérinaire. Parcoursup est ainsi construit qu'un même candidat heureux peut avoir des propositions d'admission dans plein de... Enfin, jusqu'à 10 formations différentes. S'il est vraiment de bon niveau et chanceux, il sera admis dans les 10 vœux qu'il a formulés. Eh bien, il n'est pas obligé, par définition, il ne pourra pas aller partout. Donc, vous pourrez à tout moment faire le choix d'aller ou pas dans une école qui vous est proposée. Par contre, une école ne vous sera pas proposée si vous êtes moins bien classé et qu'il n'y a plus de place. Trois phases. Je vais vous décrire la première phase, qui est en plusieurs temps, payer les droits d'inscription, remplir un questionnaire de préorientation. Cette première phase-là, on va dire, elle dure jusqu'au 7 avril. Puis ensuite, la deuxième phase, qui sera silencieuse pour vous, mais qui correspondra à une phase un peu de stress, parce que c'est une phase d'attente, c'est entre le 7 avril au soir et, on va dire, quelque part entre le 14 et le 19. Je ne peux pas encore vous dire la date, parce que ça dépendra de la date à laquelle Parcoursup met à la disposition des écoles toutes les données, les bulletins scolaires, etc. Mais donc, il y a une quinzaine de jours pendant laquelle le jury, et le jury c'est simple, c'est les 4 directeurs d'écoles vétérinaires, va prononcer l'admissibilité parmi tous les candidats qui ont confirmé leur vœu, c'est-à-dire qui ont franchi la première phase. Et puis ensuite, la troisième phase, c'est la phase des épreuves et du classement d'admission après les épreuves. Commençons par la première phase. Donc, Parcoursup va ouvrir le 20 janvier. À partir du 20 janvier, vous pourrez formuler un vœu. Donc, vous formulez un vœu pour le concours commun vétérinaire et en sous-vœu, vous mettez vos écoles. Donc, les 4, encore une fois, je vous le recommande. Et là, vous allez obtenir un lien sur Parcoursup qui va vous permettre, à partir du moment où vous avez exprimé le vœu école vétérinaire, d'aller payer vos droits d'inscription en ligne via un site connexe qui s'appelle Paybox. Vous payez en ligne avec une carte bleue, donc soit la vôtre, soit celle de vos parents, qui vous voulez. L'essentiel est que vous payiez les 20 € en ligne de droits d'inscription. Dès que c'est payé, eh bien, c'est comme sur n'importe quel site marchand, ça génère automatiquement une réponse qui dit c'est payé et Parcoursup la reçoit. Il n'y a même pas besoin que ça passe par les écoles vétérinaires. Parcoursup reçoit automatiquement l'information de Paybox disant oui, ce candidat a bien payé et la case correspondante de votre dossier est cochée. Une petite remarque, ce droit d'inscription de 20 € s'applique à tout le monde, même les boursiers du lycée, et n'est pas remboursé en cas de non-admissibilité. C'est bien un droit pour s'inscrire en ligne et qui est prévu par l'arrêté du 1er août 2019, donc prévu par les textes français. Ce paiement est obligatoire avant le 7 avril à minuit pour confirmer son vœu. Donc, ne vous y prenez pas le 7 avril à 20 h, parce que si jamais le site Paybox est encombré, si jamais vous avez une panne de réseau, enfin bref, donc il est évidemment déconseillé de s'y prendre au dernier moment. De la même façon, dans cette première phase, vous allez avoir un questionnaire de préorientation à remplir. Alors ça se passe comment? Vous allez recevoir un lien via Parcoursup, mais ce lien, de toute façon, je vais vous le donner à la fin de la conférence, mais ce n'est pas la peine de le noter, il sera dans Parcoursup, et de toute façon, il ne vous servira à rien avant le 20 janvier. C'est-à-dire que nous n'offrirons la possibilité de remplir le questionnaire qu'une fois que Parcoursup sera ouvert. À quoi il sert ce questionnaire de préorientation et qu'est-ce qui devient? Eh bien, en fait, à nous, il ne nous sert pas. C'est à vous qu'il va servir. Il sert à vous aider à répondre à 2 questions très simples, qui sont les suivantes. Est-ce que je suis capable de suivre des études vétérinaires? C'est-à-dire, est-ce que mon niveau scolaire me permet de suivre des études vétérinaires? Si la réponse est clairement non, c'est même pas la peine que je perde 20 €
à m'inscrire. Alors, ça n'est pas absolu, hein, c'est-à-dire que ce questionnaire n'a pas de valeur légale, c'est juste un questionnaire pour vous orienter en disant, bon, vous avez toutes vos chances ou au contraire, va falloir bosser pas mal d'ici le mois d'avril. Et la deuxième question, c'est mes représentations de la profession vétérinaire dans tous les métiers auxquels elle donne accès. Une profession et des métiers, ce n'est pas la même chose. Est-ce que j'en ai une représentation réaliste ou plutôt fantasmatique? Parce que depuis que j'ai 7 ans, je rêve de devenir vétérinaire, mais finalement, je ne sais pas bien à quoi ça correspond. Donc, on va vous aider à répondre à ces questions-là avec ce questionnaire de préorientation. Mais les résultats, on s'en fiche. Vous n'êtes même pas obligé de... vous pouvez mentir, ce n'est pas notre problème, c'est vous que ça concerne. Le questionnaire, il n'est pas noté, les résultats, on ne les conserve pas, on ne les utilisera pas ni pour savoir si vous êtes admissible, ni pour savoir si vous êtes admis, et ils ne seront pas transmis aux écoles vétérinaires dans votre dossier scolaire. Si vous êtes admis, il n'y aura rien sur votre questionnaire. Donc, c'est vraiment uniquement un questionnaire de sensibilisation. Alors, vous allez me dire, s'il n'y a pas de notes, à quoi ça sert? Pourquoi il est obligatoire? Comment ça marche? Eh bien, en fait, quand vous avez fini de répondre au questionnaire, il est en 2 parties, hein. Donc, il y a en fait 2 questionnaires, mais ce n'est pas très long, hein. Vous en avez pour 10-15 minutes en tout, hein. Vous obtenez automatiquement une attestation en PDF que vous téléchargez, et cette attestation, avant le 7 avril à minuit, vous devez la téléverser, la déverser dans Parcoursup, dans votre dossier sur Parcoursup. Ça, c'est obligatoire, de déverser l'attestation. Mais sur l'attestation, il n'y a pas ce que vous avez mis, il n'y a pas vos notes, il n'y a rien. Il y a juste monsieur Untel a bien rempli le questionnaire de préorientation pour le concours commun vétérinaire. Attention, nous avons fait ça parce que on a remarqué que d'autres formations le faisaient et que c'était intéressant, notamment les licences de biologie et les licences de droit le font, avec des questionnaires qui sont différents. Alors, il est peu probable que vous exprimiez un vœu pour le concours vétérinaire et pour une licence de droit. Par contre, il est plus probable que vous exprimiez un vœu pour le concours vétérinaire, mais aussi pour des prépas, BCPST, et aussi pour des licences de biologie dans des universités, puisque vous avez 10 vœux et que le concours n'en utilise qu'un. Et si vous voulez vraiment faire veto, vous pouvez exprimer des vœux pour des licences de biologie à l'université. Donc, ne vous mélangez pas les pinceaux dans les attestations PDF que vous allez recevoir. Le questionnaire veto, il est différent du questionnaire des licences de biologie. C'est la même idée, si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes questions. L'admissibilité. Alors là, écoutez bien, parce que c'est évidemment la phase qui vous amène le plus de questions et sur laquelle vous avez des inquiétudes légitimes les plus grandes. Quelles sont les matières et quelles sont les années du lycée qu'on prend en compte? Tout d'abord, on va parler des années, on ne prend en compte que les notes de première et de terminale, pas de seconde et encore moins avant au collège. Donc, on ne prend en compte que les notes de première et de terminale. Ensuite, on ne prend en compte que certaines matières, pas toutes. Et on ne prend pas en compte la moyenne générale. Donc, quelques exemples de ce qu'on ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte du tout vos résultats en enseignement scientifique. On ne prend pas en compte du tout vos résultats en philo, par exemple. On ne prend pas en compte du tout vos résultats en sport, etc. On ne prend en compte que l'histoire géo et les 2 langues vivantes en première et en terminale, les notes de français du bac et les 3 spécialités de première et les 2 spécialités de terminale. Voilà ce qu'on prend en compte. Avec une petite différence, c'est que à chaque fois qu'on le peut, on prend les notes du bac. Parce que les notes du bac, elles sont harmonisées au niveau national et depuis des dizaines et des dizaines d'années, le ministère de l'Éducation nationale sait faire ça de façon équitable. Et donc, elles ne dépendent pas de la façon de noter dans chaque lycée ou la façon de noter de chaque professeur d'une discipline donnée par rapport à ses collègues d'un même lycée.
Donc, on va prendre les notes du bac en français, bac français, on va prendre les 2 notes du bac français, et on va prendre les 2 notes de spécialité de terminale que vous allez passer, pour ceux d'entre vous qui sont en terminale, la deuxième quinzaine de mars. Voilà. Donc, c'est 2 notes du bac, mais comme c'est passé avant fin mars, avant le 7 avril, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale mettra ça dans votre dossier scolaire. Donc, ces 3 notes-là, français enfin, les 2 notes de français et les 2 notes de spécialité, c'est les notes du bac. Pour les autres, ce sont les moyennes de vos trimestres, 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale, en histoire géo, en langue vivante, et pour les 3 spécialités de première, eh bien, les moyennes des 3 trimestres de première. Attention, on va rapporter ces moyennes à la moyenne de la classe. Donc, on ne prend pas la moyenne, votre moyenne en tant que telle, on prend l'écart entre votre moyenne et la moyenne de la classe. Donc, en histoire géo et en langue, c'est vraiment la moyenne de votre classe, classe de première G, par exemple, en première. Et puis, vous êtes ensuite, depuis la réforme du bac, éclaté dans des classes de spécialité. On prend la moyenne de la classe de spécialité correspondante. Pourquoi on fait ça? Parce que on sait très bien que certains lycées notent plus dur, que certains profs notent plus dur, et puis qu'à l'inverse, certains lycées notent plus généreusement, ou certains profs dans un même lycée. Et donc, il est plus équitable de faire un écart à la moyenne dans ces disciplines-là. Donc, je répète, on prend les notes de première et de terminale, on prend toutes les notes de spécialité, donc les 3 de première et les 2 de terminale. Concernant les notes de spécialité, que ce soit en première ou en terminale, elles ont un poids un petit peu différent dans nos critères. La SVT ou son équivalent biologie-écologie pèse un peu plus parce qu'elle est fortement recommandée que physique-chimie qui est recommandée, mais bien que maths ne soit pas une spécialité recommandée, on lui donne quand même le même poids que physique-chimie parce qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui font SVT maths ou physique-chimie maths. Donc, vous voyez, on a finalement décidé de lui attribuer le même poids. Et puis ensuite, toutes les autres spécialités, quelles qu'elles soient, sont acceptées et ont le même poids un petit peu inférieur. Il y a une différence de poids, mais cette différence de poids est faible. Elle est telle que ce n'est pas disqualifiant. C'est-à-dire, si on a d'autres spécialités que les spécialités indiquées ici, eh bien, on peut, si on a de très bonnes notes, être accepté quand même. Donc, les 3 spé de première et les 2 spé de terminale comptent, le français, l'histoire géo et les langues. Voilà pour les résultats scolaires, sachant que ça représente plus de 80% des points qui vont nous servir à déterminer, qui vont servir au jury à déterminer si les candidats sont admissibles ou pas. Pour le reste, et donc les options ne comptent pas. On a recommandé maths complémentaires pour ceux qui ont SVT physique-chimie, mais les notes d'options ne comptent pas. Elles sont recommandées parce que c'est plus facile de suivre des études derrière si on est admis, mais elles ne sont pas prises en compte pour l'admissibilité. Tout simplement parce que, comme elles sont optionnelles, que certains les prennent, que certains ne les prennent pas, qu'elles sont enseignées comme elles sont optionnelles d'une façon qui est un petit peu aléatoire. Certains lycées prennent les options très au sérieux, d'autres moins. On a pris la décision de ne pas les prendre en compte. Avant de passer au point suivant, je voulais vous dire, il y en a peut-être parmi vous qui font des bacs binationaux, des bacs internationaux. Il y en a parmi vous qui disent, oui, mais mon lycée, il ne donne pas les notes par trimestre, mais par semestre, etc. On a bien évidemment, on prend en compte tout ça de façon à ne pas disqualifier ou défavoriser des candidats. Et si la moyenne de la classe, par exemple, est absente, des candidats qui présentent le bac en candidat libre via le CNED, par exemple, il y en a chaque année, pas beaucoup, mais il y en a, eh bien, on traite ça manuellement. Il est très fréquent, dès l'instant qu'on parle de Parcoursup, d'entendre le mot algorithme.
Parcoursup n'a pas d'algorithme pour l'admissibilité, hein. Nous, on télécharge un fichier Excel dans lequel il y a toutes les notes de tous les candidats qui ont confirmé leurs vœux. Et ensuite, nous, on traite ça. Donc, on a un outil d'aide à la décision informatique, bien sûr, mais je veux dire, le choix d'utiliser tel ou tel critère, le choix de pondération et l'examen des cas particuliers, etc., tout se fait à la main par le jury. C'est pour ça que ça prend quelques jours quand même, hein. Si c'était de l'intelligence artificielle, la clôture des vœux étant le 7 avril à minuit, le 8 avril au matin, on saurait prononcer l'admissibilité. Alors attention, je vous ai dit que les notes scolaires comptaient pour un peu plus de 80% des points. On a également des points qui sont attribués via ce qu'on appelle la fiche à venir, ou plus exactement des éléments qualitatifs de la fiche à venir. Dans Parcoursup, il y a un espace qui s'appelle la fiche à venir, qui contient des notes qui sont des moyennes calculées sur l'ensemble des trimestres. Nous, on recalcule nos propres moyennes, donc on ne s'en sert pas. Mais par contre, on se sert des éléments qualitatifs qui sont quoi? Il y en a 4. Les 3 premiers qui sont gradés de 1 à 4, de non avéré à excellent, que sont la capacité de l'élève à s'investir dans son travail, ses méthodes de travail, ce n'est pas tout à fait pareil, son autonomie, c'est encore un peu différent. Donc ça, c'est de 1 à 4. Et puis un truc binaire, c'est l'engagement citoyen. Est-ce que l'élève a fait la preuve pendant sa scolarité qu'il était capable de s'engager bénévolement au bénéfice de la société ou d'une partie de la société? On appelle de l'engagement citoyen. Et ça, c'est évalué par qui? C'est évalué par le professeur principal ou professeur référent, ça prend des noms différents suivant les lycées, et c'est en général harmonisé évidemment et contrôlé par le proviseur. La plupart des lycées font ça tout à fait sérieusement et c'est assez utile. Bon, il y a quelques lycées qui trichent un peu et qui mettent 4 croix à tout le monde systématiquement. Je déconseille vraiment aux lycées de faire ça parce qu'on s'en aperçoit, hein, si on voit que tous les candidats issus d'un même lycée, ils ont systématiquement le maximum du maximum. Voilà, c'est un peu louche. Je ne dis pas qu'on en tient compte parce que peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, ça se voit. Donc, voilà, la plupart des lycées, heureusement, font ça de façon très très sérieuse. Et en fait, c'est simple. Ils ont à cœur aussi, les lycées, de ne pas envoyer au casse-pipe des candidats dont ils savent qu'à la limite, le niveau n'est pas forcément là. Entre parenthèses, vous avez ici le projet de formation motivée. C'est quoi le projet de formation motivée? Ceux qui sont en terminale parmi vous, a priori, le savent. C'est une sorte de lettre de motivation que vous devez obligatoirement remplir et téléverser, là encore, en PDF dans Parcoursup, pour chaque vœu que vous exprimez. Donc, en quoi vous êtes motivé pour ce projet. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, il ne sert pas dans la phase 2, dans la phase d'admissibilité. On s'en sert que dans la phase des épreuves proprement dites. Enfin, un tout petit nombre de points sont réservés à ce qu'on appelle l'environnement scolaire à cause de notre volonté de diversification territoriale, mais également parce que nous sommes soucieux de respecter la loi et qu'il est interdit de faire de la discrimination en France sur des critères, bien évidemment, de genre, de couleur de peau, de religion, mais également des critères géographiques. Eh bien, même si cette discrimination est positive, elle est interdite. Donc, on utilise néanmoins une possibilité qui est réglementairement au fait et qui est publiée par l'Éducation nationale, c'est d'utiliser le pourcentage de mentions très bien ou plus, très bien avec félicitations du jury, obtenu par le lycée, sachant qu'il y a des lycées qui ont tous les ans plus de 30% de leurs bacheliers qui ont des mentions très bien, et puis des lycées où c'est beaucoup moins. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de point négatif. Hein. De toute façon, dans tout notre système de score, il n'y a pas de point négatif. Simplement, il y a un petit bonus de points obtenu à des bons candidats issus d'un lycée qui n'est pas forcément un des meilleurs lycées. Voilà, on va le dire comme ça. Et ceux qui sont dans les meilleurs lycées n'ont pas besoin de ce bonus
parce que d'une part, ils ont souvent des profs de grande qualité, et d'autre part, ils ont déjà sélectionné les candidats sur leur excellence, donc ils n'ont pas besoin d'un coup de pouce, ces étudiants-là. Ils ne sont pas non plus disqualifiés, loin de là, on a parmi les 160 admis cette année, des étudiants issus de grands lycées, hein. Mais ça permet quand même de donner leur chance à des élèves qui sont de bon niveau et qui sont dans des lycées périphériques, on va dire, moins performants. Si on a la chance de faire partie des admissibles, on est donc convoqué pour les épreuves. Ces épreuves, quelles sont-elles? Ce sont des épreuves qui sont innovantes dans leur forme et dans leur fond, et qui se font en plus en visioconférence. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin de monter à Paris. Évidemment, si on est en Île-de-France, ça peut être assez facile, mais si on est à Montpellier, à Saint-Denis de la Réunion ou à Nouméa, ça peut être un peu plus compliqué et un peu plus coûteux, surtout que c'est fin avril, alors que l'année de terminale n'est pas finie. Donc, nous avons décidé de conserver, on a fait la visio l'année dernière à cause de la crise sanitaire, mais on conserve la visioconférence cette année, c'est plus équitable. Surtout pour des épreuves qui ne durent qu'en tout 2 heures par candidat, hein, même un peu moins, hein. Nous, ça nous prend plus de temps, vous allez le voir, mais pour chaque candidat, c'est un peu moins de 2 heures. Premier élément, on ne reprend pas les notes du dossier scolaire, hein. Donc, tout ce qui a servi à prononcer l'admissibilité, oubliez. Il y a dans la notation finale d'admission, il n'y a rien sur la phase admissibilité. On ne prend que la somme des scores obtenus aux épreuves du concours. Et chaque épreuve a le même poids. Et c'est quoi ces épreuves? Il n'y a pas d'épreuve classique. Il n'y a pas de copie de SVT, de physique, de maths, etc., comme dans les autres concours. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 ateliers, c'est comme ça qu'on les appelle, chronométrés de 10 minutes maximum. Donc ça veut dire que comme ils s'enchaînent les uns après les autres, pour chaque candidat, vous voyez que ça fait un maximum de 70 minutes, mais comme on les fait arriver un peu avant, puis qu'il y a une petite vidéo à regarder, etc., voilà, ça fait un maximum de 2 heures par candidat. Ces 7 épreuves, c'est 4 mini-entretiens, donc en face d'un examinateur, en virtuel, en visioconférence, mais c'est quand même un vrai examinateur, et via la caméra, vous verrez, hein, là, aujourd'hui, votre caméra est éteinte, mais le jour de l'épreuve, elle sera obligatoirement allumée avec interdiction de l'éteindre. Voilà. Et pareil pour l'examinateur. Ces examinateurs sont des enseignants des écoles vétérinaires. Peut-être cette année, on aura quelques vétérinaires, mais en tout cas, majoritairement des enseignants des 4 écoles, spécialement formés à ça, une journée complète pour les former et interchangeables dans leur façon de scorer les étudiants. Ils ont en plus des grilles pour chaque entretien qui sont parfaitement définies. Et de toute façon, on fait une harmonisation après les épreuves, parce que si jamais il y avait des différences statistiques entre examinateurs, on corrige évidemment tout ça. Qu'est-ce qu'on évalue alors, quels sont ces mini-entretiens, ces 3 QCM, et qu'est-ce qu'on évalue là-dedans? Eh bien, les 3 entretiens sont thématiques. Il y en a un premier, c'est l'expérience et les connaissances en relation avec la profession vétérinaire et le monde du travail avec les animaux, non pas tout savoir sur telle espèce particulière de grenouille qui vit dans l'Amazone. Non, c'est tout ce qui concerne les gens qui travaillent auprès d'animaux, les contraintes que ça présente, voilà, tous les différents métiers, avec un regard bien sûr plus particulier sur les métiers de vétérinaire. Donc ça peut être étayé par des stages. Si vous avez fait des stages chez des vétos, dans des exploitations agricoles, des choses comme ça, c'est évident que vous avez une connaissance de terrain de ça, à condition de ne pas avoir regardé voler les mouches pendant le stage, mais c'est a priori pas le cas. Mais on n'exige pas d'attestation de stage, on n'exige pas de lettres de recommandation, c'est pas la peine d'essayer de nous en envoyer, on ne les regardera pas, il n'y aura même pas de place dans Parcoursup pour les recevoir. Nous, ce qu'on veut, c'est que le jour de l'épreuve,
au moment du scénario devant lequel vous allez être, vous fassiez la preuve que vous êtes capable de répondre aux questions qu'on vous pose. Voilà. Donc, que ce soit des connaissances uniquement venant d'Internet ou de livres, ou que ce soit lié à une expérience. Voilà. Par contre, on vous amène à vraiment avoir un regard assez large sur l'ensemble des... Voilà, pas simplement le cheval, pas simplement les vaches, pas simplement les chiens et les chats, mais vraiment un peu tout ça, toute la variété. Le deuxième atelier, c'est les perspectives d'avenir. Comment est-ce que je me projette en tant qu'étudiant, si je suis pris, et en tant que vétérinaire, une fois que j'aurai mon diplôme. Voilà. Donc, et on vérifiera votre motivation, comment est-ce que, voilà, est-ce que vous connaissez bien les réalités des métiers de vétérinaire, etc. Troisième atelier, l'approche du bien-être animal. Donc, est-ce que les notions de bien-être animal, vous en avez une approche raisonnée, cohérente, un peu appuyée quand même sur la documentation que vous avez recherchée, et non pas uniquement de la sensiblerie ou comment dirais-je, de l'idéologie. Voilà. Et puis, le quatrième point, un dilemme éthique, le quatrième atelier. Un dilemme, c'est une question qui n'a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, hein, qui est une question sociétale, philosophique, etc. Et donc, voilà. Mais par contre, peu de temps pour argumenter et répondre aux questions des examinateurs. Sur ces 4 ateliers-là, on va évaluer l'agilité intellectuelle, c'est-à-dire l'aptitude à penser vite et à structurer vite une argumentation. Donc, on va aussi évaluer, pas que la vitesse, mais ses capacités de raisonnement et d'argumentation, et les capacités de communication interpersonnelle, c'est-à-dire l'aptitude à s'exprimer, mais également à prendre en compte le feedback exprimé par l'interlocuteur devant lequel on est. Ce n'est pas uniquement un concours d'éloquence, c'est aussi l'aptitude à recueillir, écouter l'avis des autres et le prendre en compte. Enfin, 3 QCM. Ces QCM se font en ligne dans la même session, hein, de visio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous demandera de naviguer entre le logiciel de visio et votre navigateur. Le QCM, il se fera en ligne sur le site du concours pour lequel vous aurez créé un compte pour votre questionnaire de préorientation, mais dans un espace sécurisé auquel vous n'aurez accès que le jour des épreuves. Et vous les ferez sous votre logiciel de visio sera en arrière-plan, mais il sera toujours actif. Votre webcam vous montrera et la personne qui sera chargée de surveiller vérifiera évidemment que vous ne trichez pas lors de ces épreuves. De toute façon, c'est difficile parce que le temps est vraiment très très court, donc c'est difficile de tricher, mais on s'en assure quand même. Évidemment, c'est un concours. Interprétation de données, donc j'ai des tableaux de chiffres, des courbes, donc des figures, j'ai des graphiques avec des histogrammes, etc., des camemberts, dans un contexte qui est donné dans l'énoncé, ça ne nécessite aucune connaissance préalable, hein. On vérifie simplement que vous êtes capable de comprendre ce que vous voyez, quoi. Le calcul arithmétique, c'est pareil, c'est pas du calcul intégral, hein, c'est pas des équations différentielles, c'est vraiment du programme du collège, et encore, je dirais peut-être même du primaire, hein, parce qu'on vous demande de savoir faire un produit en croix, voilà, simplement on vous demande de savoir le faire vite, et en trouvant le bon résultat, évidemment, pas un résultat aberrant. Donc des calculs arithmétiques, mais vraiment de base, hein, n'allez pas plus loin que ça. Enfin, le troisième QCM, c'est des aptitudes visio-spatiales, c'est-à-dire des aptitudes à se représenter dans l'espace une image qu'on vous donne en 2D ou en 3D, à la faire tourner, etc. Voilà, donc ce qui sert évidemment pour l'anatomie, ce qui sert pour l'imagerie médicale, etc. Qu'est-ce qu'on évalue? Quel profil d'étudiant souhaite-t-on avoir? Eh bien, tout ça est défini dans un arrêté que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site Légifrance, par exemple, hein, qui est l'arrêté du 3 décembre 2020. Mais de toute façon, c'est obligatoire dans la charte Parcoursup d'avoir mis en ligne les attendus. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas mis des attendus différents sur Parcoursup, on a repris intégralement le texte de l'arrêté du 3 décembre. Donc, vous le trouverez aussi sur Parcoursup.
J'en ai fait simplement une exégèse ici sur cette diapo, hein. Connaissance et expérience du travail avec les animaux, évalué donc dans le mini-entretien dont je vous parlais tout à l'heure. On évalue également, là c'est l'admissibilité via le bulletin scolaire, les connaissances et les compétences scientifiques. On évalue, je vous l'ai dit, l'agilité intellectuelle, la vitesse avec laquelle on raisonne et on structure une argumentation et ses capacités de raisonnement et d'argumentation elles-mêmes. On évalue la communication. Via la fiche à venir, on évalue les méthodes de travail et les compétences, l'aptitude à s'organiser, etc. Et on évalue, on va dire, ce qu'il est commun d'appeler les soft skills actuellement, la communication, les qualités humaines, l'empathie, la bienveillance, l'écoute. C'est via la communication lors des épreuves, c'est via l'engagement citoyen sur la fiche à venir, etc. Je vous ai dit que ça serait en visio. Voilà, vous savez déjà le logiciel qui sera utilisé pour cette visio. Ça n'est pas Teams que vous utilisez aujourd'hui, c'est Zoom. Voilà, un logiciel assez répandu et que même d'ailleurs pas mal de lycées ont utilisé. Donc, il faut quoi? Il faut une connexion haut débit stable. On préfère que ce ne soit pas via la 4G. Donc, on préfère d'abord, vous serez obligé d'avoir un ordinateur. Vous ne pourrez pas passer vos épreuves depuis un smartphone. Et il est déconseillé de faire du partage de connexion à partir d'un smartphone. On ne l'interdit pas, mais néanmoins, si jamais on vous voit disparaître pendant les épreuves, ça peut vous éliminer. Alors, il peut y avoir des problèmes de connexion. Il y a tout un mécanisme de régulation en cas de bonne foi qui se met en place, hein. Bon, c'est assez simple. Si vous suivez cette session Teams aujourd'hui sans problème, c'est que vous avez la connexion qui va bien et il faudra simplement vérifier votre webcam et votre micro. Et le micro doit être de bonne qualité, ne doit pas envoyer des parasites dans la session, etc. Il y a un certain nombre de conditions très strictes que je ne vais pas décrire ici, mais vous devez être seul dans une pièce qui ferme, vous ne devez pas être dérangé, votre téléphone ne doit pas être éteint, mais il doit être derrière vous, et donc vous devrez montrer qu'il est derrière vous et que vous ne pouvez pas communiquer avec pendant les épreuves, etc., etc. Tout ça sera annoncé sur Parcoursup à partir de la mi-mars, et tous les candidats admissibles, plus d'une semaine avant les épreuves, recevront ces conditions très précises et auront même accès à des docs, à des documentations et à des vidéos explicatives pour se préparer à ça. Voilà. Une fois que vous arriverez dans la session, le jour de l'épreuve, vous arriverez avec un étudiant, un peu comme aujourd'hui. Là, on a Thomas aujourd'hui qui vous a accueilli. Simplement, il ne l'a pas fait individuellement parce que vous êtes plus de 100 à être présents. Dans une même session Zoom, le jour de l'épreuve, vous ne serez que 7. Et donc l'étudiant, ça sera d'ailleurs un étudiant de l'école vétérinaire d'Alfort qui fera ça. L'étudiant, il vous accueille, il vous met à l'aise, il vous montre ce qu'il faut faire, il vérifie que vous êtes au point techniquement, etc. De manière à ce que le stress ne soit... Il y aura du stress, il ne faut pas se leurrer, hein, passer un concours, c'est être stressé. Et finalement, on le recherche, figurez-vous, parce que dans la vie professionnelle, quel que soit le métier, mais forcément dans les disciplines médicales, il y a souvent du stress, hein. Quand la vie d'un animal ou d'une exploitation est en jeu, il faut dire que le véto, il n'est pas forcément à l'aise. Mais par contre, il ne faut pas du stress immérité, il ne faut pas du stress fait exprès. Donc non, au contraire, les étudiants et les examinateurs vous mettront en confiance. Vous n'aurez qu'à gérer votre propre stress à vous, on ne va pas en rajouter. Donc ces étudiants-là sont sélectionnés bien avant et seront formés à vous accueillir dans les meilleures conditions. Et quand vous arriverez dans la salle principale de Zoom, l'équivalent de la salle dans laquelle vous êtes en ce moment sous Teams, vous serez ensuite, pendant les épreuves, répartis dans des sous-salles. Eh bien, c'est les étudiants qui vont le faire, les étudiants d'Alfort qui vont le faire. Donc, vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez pas de gestes techniques, vous resterez dans votre session Zoom et à un moment donné, vous voyez une dizaine de personnes et d'un seul coup, vous n'allez plus en voir qu'une qui sera en face de vous, c'est votre examinateur et qui va vous mettre à l'aise en vous disant voilà ce qu'on va faire, etc. Donc, ça va très bien se passer sur les 719 candidats qui ont passé les épreuves en 2021. Je peux vous dire qu'il y en a 695 qui ont répondu à un questionnaire de satisfaction facultatif qu'on met à leur disposition à la fin et que vous aurez aussi pour ceux d'entre vous qui seront admissibles aux épreuves. Et il n'y a pas eu une seule remarque sur un désagrément lié au comportement soit de l'étudiant, soit de l'examinateur.
Quand? Du 25 au 29 avril. Donc la clôture des vœux sur Parcoursup, c'est le 7 avril à minuit, il me semble l'avoir déjà dit. Là, vous devrez avoir exprimé votre vœu, vous devrez avoir vérifié votre bulletin scolaire, vous devrez avoir payé les droits d'inscription et rempli téléversé l'attestation du questionnaire de préorientation. Et puis ensuite, entre le 14 et le 19 avril, et le 19 avril, vous saurez si vous êtes admissible ou pas, et vous passerez vos épreuves une seule demi-journée que vous choisirez sur Parcoursup, c'est pas nous, hein, eh bien, entre le 25 et le 29 avril. Alors attention, je me décale. Le 25 et le 29 avril, si vous regardez vos calendriers, les zones A et C sont en vacances. Je ne sais plus laquelle est en deuxième semaine de vacances cette semaine-là, laquelle est en première semaine de vacances, mais les zones A et C, ça se passe pendant les vacances. Donc, il ne faudra pas que vous soyez parti à Pétaouchnok à un endroit où il n'y a pas d'accès Internet, hein, voilà. Et puis, pour la zone B, il faudra demander à votre lycée l'autorisation de vous absenter pour passer cette épreuve et vous aurez reçu, je vous le disais tout à l'heure, une convocation via la plateforme Parcoursup, donc vous pourrez attester de la vérité de votre absence. On a prévu 5 jours complets, donc pour nous c'est 5 jours complets, pour vous c'est même pas 2 heures. Et en plus on a une session de secours le lundi 2 mai, donc le week-end qui suit vous permettra, ou les jours précédents, vous permettra de régler éventuellement vos problèmes de connexion. Cette session de secours, elle est uniquement pour des candidats qui auraient de gros problèmes Internet au moment des épreuves. Voilà. On a eu aussi une candidate qui a été, en 2021, qui a été hospitalisée. Elle devait passer le premier ou le deuxième jour, je ne sais plus. Et puis elle a été hospitalisée. Et donc, elle sortait, je ne sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, mais donc on l'a convoquée pour le lundi pour lui laisser un peu le temps de récupérer. Par contre, si jamais il vous arrive un accident de la vie un peu grave qui vous empêche d'être présent pendant ces 5 jours-là ou le lundi 2 mai, eh bien, il n'y aura pas de session de rattrapage, hein, parce qu'on est obligé de tenir le calendrier Parcoursup. Donc, voilà, simplement, ce qu'on fera pour ces gens-là, c'est d'annuler la présentation au concours en fonction du nombre maximal de tentatives dont je vais vous parler juste après. Parce qu'effectivement, vous n'avez le droit de présenter les concours d'entrée aux écoles vétérinaires, quels qu'ils soient, que 2 fois en tout. Voilà. Mais pour le post-bac, pour le concours post-bac, vous ne serez considéré comme l'ayant présenté que si vous êtes admissible aux oraux, si vous faites partie des 700 et quelques qui seront admissibles aux oraux. Donc, si vous avez confirmé, si vous avez fait un vœu sur Parcoursup et que vous n'êtes pas admissible aux entretiens, aux épreuves, ou bien même que vous n'avez pas confirmé ce vœu parce que vous avez changé d'avis entre janvier et mars, vous conservez vos 2 chances de présenter d'autres concours veto. Le post-bac, on peut le présenter qu'une fois l'année de terminale. Mais les autres, il vous restera 2 fois. En revanche, vous avez formulé un vœu, vous l'avez confirmé, vous êtes admissible aux entretiens, mais vous n'êtes pas admis à ce moment-là. Vous avez consommé une tentative, il ne vous reste qu'une seule fois. Sauf si voilà, vous avez un certificat médical qui montre que vous ne pouviez pas passer les épreuves, etc. Auquel cas le jury peut, ce n'est pas un droit, mais si il est persuadé de votre bonne foi, il peut annuler la tentative. Alors vous pourriez vous dire, mais si je consomme une chance, j'ai peut-être pas intérêt à présenter le concours post-bac, j'ai intérêt à postuler pour une prépa, et comme ça je conserverai mes 2 chances. Eh bien, ce n'est pas à moi de dire qui a tort, qui a raison, je peux simplement vous donner les éléments suivants. Tout d'abord, si vous exprimez un vœu sur Parcoursup, mais que vous n'êtes pas admissible aux entretiens, vous ne faites pas partie des 700 convoqués, vous conservez vos 2 chances. Et comme vous avez fait qu'un vœu parmi 10 sur Parcoursup, vous pouvez très bien avoir aussi d'autres vœux pour des classes prépa veto, enfin BCPST, ou des licences de biologie à l'université, voire même pour des BTS ou des BUT. Et donc, vous conservez vos 2 tentatives. Si vous êtes dans le cas où vous avez consommé une tentative, je suis admissible, mais je ne suis pas admis. Il ne me reste plus qu'une seule chance. Oui, mais parlons statistiques.
Parlons statistiques. À la session 2021, il y a donc eu 719 admissibles au concours post-bac pour 160 places. Ça veut dire que 22,3% des candidats ont été admis. Voilà. En incluant les 12% sur les 160 places réservées à des boursiers du lycée, mais ils n'étaient pas en plus. Ces gens-là, ils faisaient partie des 719 admissibles. Donc il y a bien 22,3% des candidats qui ont été admis. Eh bien, regardons les autres voies. Pour la prépa BCPST, sur 2055 inscrits, il y avait en 2021 461 places. D'accord? Ce qui fait 22,4%, c'est quasiment les mêmes chances. Sauf que là, c'est après 2 ans de prépa à travailler comme un dingue, sans avoir la possibilité de faire autre chose, si jamais, au bout du compte, vous n'avez pas le concours. Alors que là, vous êtes juste au bac et vous avez un panel de formation assez large. Deuxième point, ça c'était les chiffres 2021. Mais dès 2022, il n'y aura pas 461 places, mais moins, à cause de la création du concours post-bac, il y aura moins de places. L'arrêté n'est pas encore paru, donc on ne sait pas combien de moins. Théoriquement, ça aurait dû être 160 de moins. En fait, ça sera probablement qu'autour de 140 places de moins. Donc, mais ça fait que 320 au lieu de 461 sur un nombre d'inscrits qui sera probablement le même, puisque le nombre de classes prépa est le même. Donc, vous voyez que ça fait un pourcentage qui tombe à quelque chose comme 15%. Voilà. Et puis, on ne sait pas ce que deviendra pour les années ultérieures la prépa, si le nombre de places va rester stable ou pas. Mais donc, vous voyez, entre 15 et 22% de chances de rentrer, alors que là, on a déjà 22% sur le concours post-bac. La voie ATB, qui est une classe prépa spécifique pour les gens qui ont fait un bac technologie. Ben, vous voyez, 13% des candidats intègrent. Le concours B, licence, deuxième année ou troisième année de licence à l'université, 8,7% des candidats ont intégré en 2021. Concours C, le concours BTS ou DUT, maintenant ça va s'appeler BUT à partir de la deuxième année, puis une prépa spécifique qu'on appelle la prépa ATS, eh bien 31% des places. Donc c'est la seule voie qui offre un peu plus de chances de rentrer, sauf qu'elle est à 3 ans après le bac. Voilà, plus les 5 ans d'études derrière. Enfin, le concours D, c'est la voie pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les ingénieurs agronomes, bref, tous ceux qui ont un bac plus 5 à minimum. Et vous voyez qu'en plus, c'est que 6,5% des places. Donc, en termes de statistiques, eh bien, vous voyez que le concours post-bac est le concours qui offre des chances raisonnables d'intégrer. Pardon, je m'aperçois que je cachais les autres places, donc je les décale pour que vous puissiez les voir. Cette diapo-là, vous pouvez la retrouver ailleurs. Je vais vous en reparler dans un instant. OK, donc, ce concours post-bac est réellement une opportunité qui offre des chances non négligeables d'intégrer très tôt une école vétérinaire pour ne faire que 6 ans d'études. Voilà l'adresse du site du concours pour ceux qui ne l'avaient pas déjà repéré, concours-veto-postbac.fr. De toute façon, vous serez obligés, ceux qui veulent formuler un vœu sur Parcoursup, d'y créer un compte à partir de janvier. Avant, vous ne pourrez pas, c'est normal. Pardon, pour créer ce compte, vous devrez effectivement obligatoirement rentrer votre numéro de dossier Parcoursup. C'est pour ça que vous ne pourrez pas le créer avant. Donc, de toute façon, on n'a même pas autorisé la création de ces comptes avant. Il faudra donner une adresse email et un prénom et un nom qui seront exactement le même que celui que vous aurez renseigné dans Parcoursup. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ont des prénoms ou des noms composés, ça devrait être exactement ce que vous avez rentré dans Parcoursup. Ça n'est que pour créer un compte pour le questionnaire de préorientation, mais vous pouvez dès maintenant aller sur ce site et vous pouvez dès maintenant même nous poser des questions complémentaires. Là, je vais être à disposition pour vous répondre ce soir, mais si vous vient d'autres questions après, vous avez une rubrique questions et contacts sur le site. Je vous la montre et puis ensuite, je répondrai à vos questions. Donc, je vais aller sur ce site, Concours Veto Postbac. C'est un site qui est fait de manière à ce que même sur un smartphone, vous avez une copie d'écran ici, ça fonctionne. Hein. Et voilà, Thomas, je désactive le partage, je me mets sur le site
Je présente ça, il y en a pour 30 secondes, et ensuite, je répondrai aux questions. Pas de souci. Thomas, on voit bien mon navigateur? Oui, parfaitement. Voilà, donc vous tapez concours-veto-postbac.fr, vous arrivez là. Donc vous ne pouvez pas vous connecter parce que vous n'aurez pas encore créé de compte, ça c'est à partir du 20 janvier, mais vous avez déjà des tas d'éléments d'information. Hein. Voilà. Toutes les diapos que je vous ai, toutes les figures que je vous ai présentées, vous les trouverez. Hein. Par exemple, sur le choix des spécialités, voilà, vous allez retrouver des figures qui vont vous rappeler quelque chose parce que vous les avez vues il y a quelques minutes. Hein. Voilà, donc vous avez des infos, là, avec différents onglets. Vous avez des vidéos, donc notamment une vidéo faite lors du concours en avril 2021, où vous avez les coulisses. Donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas des candidats, c'est des étudiants d'Alfort qui étaient là pour accueillir les candidats, pour répondre à leurs questions, vérifier que tout va bien, etc. etc. Donc c'est l'envers du décor du concours, donc elle ne dure que quelques minutes. Allez voir ces coulisses. Et puis, vous avez des interviews d'étudiants qui sont rentrés par la voie post-bac cette année. Donc, vous voyez Baptiste à Toulouse, Lucille à Maison-Alfort, Solène et Titouan à Nantes, Lila à Lyon, et vous en avez d'autres. Voilà, vous avez des interviews avec des étudiants de profils différents. Et c'est des interviews spontanées. Hein, on les a laissés s'exprimer totalement librement. Et puis surtout, je voulais terminer là-dessus. Vous avez un onglet, là, vous voyez en haut, questions et contacts. Vous y accédez aussi sur la page d'accueil par un lien direct, hein, plutôt en bas de la page. Voilà, vous avez encore des questions, consultez notre fac. Que vous cliquiez là ou là, vous arrivez au même endroit, cette page-là, où vous avez ici ce qu'on appelle un système de gestion de tickets, mais vous avez d'abord une base de connaissances où vous avez des informations en plus de ce qui est sur les autres pages du site, mais formulées sous la forme de réponses de fac, quoi, de foire aux questions. On a pris les plus de 1000 mails qu'on a reçus en 2021 et on les a regroupés avec des réponses. Donc, vous voyez, j'ai formulé un vœu pour des licences de biologie et rempli leur questionnaire de préorientation, est-ce le même? Je clique là et j'obtiens une réponse. Voilà, les deux questionnaires ne sont pas interchangeables. Je reviens là. Bon. Et si je ne trouve pas ma réponse dans la foire aux questions, eh bien, je peux créer un ticket. Voilà. Et on recevra votre question et on y répondra, sauf si vraiment on était noyé sous des milliers et des milliers de questions. Mais en tout cas, en 2021, on a réussi à répondre à tout le monde. Voilà, j'ai fini et on répond aux questions. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Il y a un tas de questions. Pour commencer, au début de votre présentation, il y avait des questions sur l'homogénéité des dossiers, comment ça se traduisait en pratique et ce qu'il y avait des candidats étrangers qui avaient été admis. Alors, les étrangers, la réponse est non, puisqu'il faut être de nationalité française ou de l'Union européenne ou suisse, etc., pour candidater. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une Française de Hong Kong qui a été admise, qui était dans un lycée à Hong Kong. Voilà. Et on a un pourcentage d'ultramarins plus élevé que par les autres voies, puisque par exemple, sur les 160 cette année, on a 4 étudiants qui sont issus d'un département d'outre-mer. Ok. Et alors du coup, pas mal de questions sur l'admissibilité. Ce qui revient souvent, c'est en fait comment savoir sur quelle moyenne générale il faut tabler pour être à peu près sûr d'être admissible. Bon, je ne vais pas avoir de langue de bois, il faut être bon. Il faut avoir un bon niveau scolaire puisqu'il y a une pression de sélection importante. Je ne l'ai pas dit, mais la question allait certainement venir. Combien il y a eu de candidats en 2021? Il y a eu 5700 candidats. Il y a eu 719 admissibles, donc vous voyez qu'il y en a eu 5000 qui n'ont pas été admissibles. Donc, comme les résultats scolaires comptent pour l'essentiel, ça veut dire qu'il faut avoir un bon niveau. Pour autant, il ne faut pas faire d'autocensure. Ça serait idiot
si je puis me permettre. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui met 20 secondes pour faire le 100 mètres, d'abord, il n'est même pas sélectionné pour les JO, mais s'il l'était, il aurait très peu de chances d'être sur le podium. Mais par contre, quelqu'un qui connaît son chrono, qui sait que c'est un bon chrono, ne peut jamais savoir s'il va être sur le podium ou pas, parce que ça dépend complètement des chronos des autres, et que les autres peuvent être contre-performants, etc. Donc, ce que je peux vous dire, c'est, petit a, on n'a pas de moyenne minimale qui servirait de barre, en dessous de laquelle on ne regarderait même pas les dossiers. On prend tous les dossiers, quelles que soient les moyennes. Voilà. Et ensuite, le score permet de les classer, et voilà. Donc, en fait, ça dépend un peu des candidats. Deuxièmement, comme il y a un certain nombre de notes, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui sont rapportées à la moyenne de la classe, si vous avez 17 de moyenne dans une discipline, mais que votre classe elle a 16 de moyenne, ben vous avez un écart d'1 point. Et finalement, vous êtes moins bien classé qu'un élève qui aurait, mettons, 15,5, mais dans une classe qui a 12 de moyenne. Voilà. Donc, ça ne veut rien dire les notes. Sachez simplement que, voilà, si vous n'êtes pas, si vous avez des notes régulièrement en dessous de 10, vous ne pourrez probablement pas être admissible. Mais si vous êtes un élève de bon niveau ou, a fortiori, un excellent élève, il n'y a pas de problème. Et ne focalisez pas sur ces moyennes. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des lycées qui notent plus dur ou moins dur, eh bien, je vous ai dit que pour les épreuves de spécialité, de terminale, celles qui comptent le plus, on va prendre les notes du bac. Donc les notes du bac, elles ne dépendent pas de votre moyenne, elles dépendent de votre résultat le jour du bac. Voilà. Alors, il n'y a pas de solution idéale dès l'instant qu'on fait, qu'il y a un nombre de places limité et qu'on choisit les étudiants. Vous pouvez très bien être contre-performant le jour du bac en ayant eu une très bonne moyenne le reste de l'année. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Vous pouvez être mal, vous pouvez. Bon. Bah, l'analogie avec les JO, c'est un peu ça. Hein. On peut être un espoir d'une nation et puis se planter le jour des épreuves, parce que voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, super. Ensuite, il y avait une autre question sur du coup quelle place est donnée dans cette procédure d'admissibilité aux appréciations des professeurs et à toutes les cases de Parcoursup qui concernent la vie personnelle, les expériences professionnelles, etc. Zéro. Alors, pas tout à fait zéro, mais en tout cas, on ne regardera pas les appréciations des professeurs. Avec 5700 candidats, c'est tout simplement pas possible. Hein. On va regarder que les notes. On va regarder les appréciations pour ce qui concerne, dans la fiche à venir, les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire l'autonomie, la capacité à s'investir, les méthodes de travail. Et puis, Thomas, vous avez cité ou repris les gens qui avaient parlé du bénévolat, etc. Oui, ça, c'est pris en compte dans l'engagement citoyen, hein, qui confère des points en plus. Mais voilà, les appréciations individuelles de chaque prof, on ne les prend pas en compte. Et on ne les prend pas en compte, pas seulement parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi pour des raisons d'équité, parce que voilà, on sait très bien comment ça se passe dans l'urgence de la vie quotidienne d'un lycée. Et donc, même si les professeurs et les proviseurs et les professeurs principaux ont à cœur d'harmoniser les choses, ils ne peuvent pas non plus rentrer dans la rédaction individuelle de chaque appréciation. Parfait. Et du coup, il y avait juste une question si, pour la procédure d'admissibilité, la dernière, est-ce que les lycées agricoles sont privilégiés ou pas? Aucun lycée n'est privilégié, aucun lycée n'est défavorisé. Voilà. Je vous ai parlé du petit bonus qu'on donne aux bons éléments issus de lycées n'ayant pas des pourcentages de mention très bien faramineux. C'est tout.
Le reste se relèverait de la discrimination et est illégal. Donc, on a pu entendre ou voir sur Internet que on privilégiait les lycées agricoles parce qu'ils étaient du ministère de l'Agriculture et que les écoles véto, c'est du ministère de l'Agriculture. C'est complètement faux. Ça serait de la discrimination positive, c'est illégal. Mais ils ne sont pas non plus défavorisés. Au contraire, ils sont d'abord dans les lycées agricoles, les élèves ont déjà une motivation de longue date pour la biologie et sont bien préparés. Mais nous, on n'a pas de critères là-dessus. Voilà. De la même façon, on a entendu dire ils ne prennent que des lycées publics, les lycées privés vont être bâchés. Mais pas du tout. Ça serait encore une fois illégal. Donc, on a, parmi nos 160 étudiants cette année, un nombre significatif d'étudiants qui a fait sa scolarité dans un lycée privé. Et heureusement, les lycées privés font de l'excellent boulot, sont réputés pour ça, et on n'a pas de raison, et les lycées privés ne sont pas que des repères de l'élite. Donc, voilà. Donc, il n'y a absolument pas ni de points positifs, ni de points négatifs en fonction du lycée d'origine. Très bien. Et du coup, pour les questions sur l'admission, des questions pratiques, savoir si les calculs arithmétiques se faisaient avec une calculette ou pas. Oui. Et combien y a-t-il de questions par atelier? Alors, c'est entre 4 et 8 questions, que ce soit d'ailleurs pour les oraux comme pour les QCM, parce que le temps est assez limité, hein. Voilà, donc les sujets 2022 ne sont pas encore faits, donc je ne peux pas vous dire, mais c'est de cet ordre-là. La calculette est autorisée, c'est la même calculette que celle qui est autorisée au bac. Voilà, on n'ira pas. De toute façon, vous n'aurez pas le temps de faire un programme, hein, donc on n'est pas rigoureux là-dessus. Le choix de la calculette, enfin, la calculette c'est autorisé, mais je conseille vraiment les gens à être capables de le faire de tête. Non pas qu'on sélectionne là-dessus, si vous utilisez la calculette très bien, mais c'est tout simplement parce que si vous y arrivez à le faire de tête, c'est que vraiment vous êtes capable d'aller vite. Voilà. Ok, et du coup, il y avait pas mal de questions sur est-ce qu'il y a des documents qui sont recommandés pour préparer les échanges sur l'éthique et le bien-être animal? Et par extension, est-ce qu'il est utile de lire de la documentation ou des tests des vétérinaires? Alors, est-ce qu'il est utile de se documenter? Oui. Dans la vie, il est toujours utile de se documenter. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut passer des heures et des jours à devenir une espèce de rat de bibliothèque ou de rat d'Internet pour tout savoir sur tout? D'abord, ça serait utopique et impossible. Ensuite, vous passeriez un temps fou à essayer de trier le bon grain de livret. Donc, notre message, il est le suivant. Même s'il est difficilement recevable, parce que on sait très bien que vous avez à cœur, ceux qui seront admissibles aux épreuves orales auront à cœur de se préparer au mieux. Et c'est bien d'être consciencieux. Mais en gros, nous, ce qu'on préfère, c'est des qualités personnelles intrinsèques. On n'a pas envie que des gens, par une forme de bachotage et une forme d'entraînement, chercheraient à surexprimer des qualités qu'ils n'auraient pas ou qu'ils auraient peu et qui s'estomperaient peu de temps après l'entraînement. Donc, on cherche vraiment à ce que les gens viennent comme ils sont. Voilà, hein, c'est un peu comme la célèbre formule d'un fast-foodeur que je ne nommerai pas, venez comme vous êtes. Pour autant, vous pouvez évidemment élargir votre champ de connaissances sur les métiers de vétérinaire, sur les réalités de la vie avec les animaux, sur le bien-être animal, etc. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de passer 3 semaines à se documenter pour ça. J'aurais même tendance à dire que la première étape à franchir, c'est l'admissibilité. Donc, si vous passez trop de temps entre maintenant et le mois de mars partout à faire des recherches plutôt qu'à travailler les matières de terminale, ça peut être un problème quand même. Donc c'est d'abord la terminale, d'abord le bac, d'abord l'admissibilité, et puis ensuite vous aurez une semaine,
si vous êtes admissible aux oraux, vous aurez une semaine et pour les zones A et C, non, il y a une zone qui sera… Si, non, il y a une zone pour laquelle ça sera la première semaine de vacances et donc vous serez encore au lycée avant, donc il faudra trouver un petit peu du temps le soir, etc. Pour les autres, vous aurez une semaine de vacances complète que vous pourrez utiliser à réviser. Donc voilà. J'ajoute, parce que la question est venue dans les autres fois où j'ai présenté cette conférence aujourd'hui, que j'ajoute que vous avez des offres moyennant finance sur Internet de vous aider à vous préparer à cela. La décision d'une famille de faire ce genre de préparation ne nous regarde pas, c'est une décision personnelle et familiale. Mais nous ne le recommandons pas. Pourquoi? Ben, là encore, surexprimer des qualités qu'on n'aurait pas le jour d'une épreuve, c'est pas ce qu'on recherche. Et deuxièmement, on a un objectif de diversification sociale et sélectionner par la capacité d'une famille à se payer ces montants qui sont pas, c'est pas 20 euros, hein, pour se préparer à ça, évidemment, on ne peut pas le recommander. Très bien, merci. Et ensuite, il y avait beaucoup de questions sur les 12% d'admissibilité des boursiers. Est-ce que du coup les boursiers sont favorisés? Et est-ce que ça concerne uniquement l'admissibilité ou l'admission? Alors, très clairement, oui, les boursiers sont favorisés, mais c'est une favorisation qui est légale, là pour le coup, parce que c'est complètement prévu dans le Code de l'éducation, dans la loi qui a intégré Parcoursup dans le Code de l'éducation. Donc nous, c'est 12%. C'est 12% des 160 admis. Donc cette année, sur les 160 admis, on a 12% de boursiers du lycée. Voilà. C'est un objectif de diversification sociale. Pour autant, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, ces 12%, c'est au moment de l'admission. D'accord? Donc nous, on cherche, parmi les 700 admissibles, on cherche à avoir un nombre suffisant de boursiers aussi. Donc en fait, on a décidé de conserver 12% de boursiers parmi les admissibles, mais ça reste des gens qui sont dans les 700 premiers. Donc ça veut dire que ce sont des excellents dossiers. Je vous donne un exemple sur les 12% de boursiers de cette année. 12% de 160, ça fait un peu plus de 20, donc on arrondit évidemment à l'entier supérieur, donc ça fait 21 étudiants. On a donc 21 étudiants qui l'année dernière étaient boursiers du lycée et qui sont cette année évidemment boursiers de l'enseignement supérieur. Sur ces 21 étudiants, il y en a 16 qui seraient rentrés de toute façon. Autrement dit, ils avaient un dossier scolaire tellement bon que même sans être boursiers, ils seraient rentrés. Simplement, ça les a fait avancer de quelques places dans le classement, et là c'est l'algorithme Parcoursup qui fait ça. Il prend les 8 premiers, il regarde s'il y a un boursier dedans, s'il y en a un, c'est bon, il passe aux 8 suivants, et s'il n'y en a pas, il va chercher le premier boursier dans le classement, il le remonte dans les 8 premiers, etc. etc. L'algorithme, il est public, il est publié, il est parfaitement décrit, il est transparent. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y en a que 5 qui auraient été un peu moins bien classés et qui ne seraient pas rentrés. Ceux-là sont rentrés, enfin ils ont quand même été bien classés, simplement ils étaient, je ne sais pas, 180e, 183e, et ils sont rentrés. Les autres, ils ont simplement gagné quelques places, ça leur a rien donné de plus. Voilà. Donc ce sont des profils de très bon niveau. Très bien, merci. Et du coup, là, j'ai une dernière question. Pouvez-vous nous communiquer à titre d'exemple une moyenne du dernier admissible, même si elle était relativisée par rapport à la moyenne de la classe? Je la connais pas. Je la connais pas parce que les moyennes de moyenne, on s'en fout, hein. Donc, si vous dites quoi, la moyenne du bac, je la connais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que parmi les 160 admissibles, on a un bachelier qui a mention assez bien. Voilà. Donc, on en a beaucoup qui ont mention très bien avec félicitations du jury, des mentions très bien, mais il y en a au moins un qui a mention assez bien. Donc, ça veut dire qu'il ne faut absolument pas focaliser sur ces moyennes. Nous, c'est des compétences qui nous intéressent, ce n'est pas des moyennes, hein. Vous n'êtes pas des numéros,
Ça me rappelle une très vieille série que vous connaissez pas, qui s'appelle Le Prisonnier. Voilà, je ne suis pas un numéro. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des capacités et des compétences. La moyenne, ça ne veut rien dire parce que c'est trop variable d'un professeur à l'autre, etc. Très bien. Et du coup, je pense que, je suis en train de finir la dernière question. Je pense que pour toutes celles qui avaient été posées avant, j'ai globalement fait le tour. Si vraiment il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à les remettre. Quelqu'un qui demande, dans certains pays étrangers, il n'y a pas de système de bourse. Comment cela est-il pris en compte par l'algorithme? Comme non boursier, c'est simple. Voilà. Nous, on ne peut s'appuyer que sur les données qui sont dans Parcoursup, hein. Là encore, c'est la loi. Donc, si vous trouvez un moyen dans Parcoursup pour faire état, mais je pense même que Parcoursup ne sait pas faire ça. Donc, pour nous, vous serez considéré comme non boursier. D'accord. Oui, il y a une réponse là que j'ai vu passer, hein. Ah oui. Il n'y a pas de place réservée aux boursiers. Enfin, c'est pas exactement comme ça qu'on pourrait le dire. Simplement, il y a un mécanisme dans l'algorithme de Parcoursup. Là encore, nous on classe les 719 candidats qui ont passé le concours en 2021. Ils ont été classés par le jury, ou plus exactement, le jury a décidé d'en classer 600. Voilà. Et tout ça a été renvoyé dans Parcoursup. Et Parcoursup a reclassé certains boursiers, mais qui étaient de toute façon déjà parmi les candidats qu'on avait classés. Donc, je vous dis, ça, en fait, ça a fait gagner quelques places aux candidats, c'est tout. Par contre, à propos de gain de place, on a fait l'étude statistique de regarder s'il y avait des différences entre le score d'admissibilité et le score d'admission. Puisque je vous ai dit que les notes obtenues au score d'admissibilité, les bulletins scolaires, etc., n'étaient pas repris pour le classement d'admission. Eh bien, effectivement, il n'y a pas de corrélation. Ça veut dire que celui qui est premier parmi les 700 convoqués aux oraux, il n'a pas plus de chances que celui qui est 700e. Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre le classement de l'admission et le classement des admissibles. Il y en a évidemment qui sont très bons, mais aussi capables d'argumenter, d'avoir de l'empathie, etc., qui ont un bon score dans les deux. Et puis il y en a pour lesquels le concours, ça a vraiment fait gagner des places parce qu'ils n'auraient pas été dans les 160 premiers à l'admissibilité et ils se sont retrouvés dans les 160 premiers à l'admission. Ça marche. Du coup, ouais, il y avait deux questions que j'avais oubliées qui avaient été posées pendant la réunion. C'était un candidat ayant redoublé sa première, mais présentant son année terminale pour la première fois, est éligible. Oui. Voilà. Oui, Et oui, ensuite, et on ne tiendra même pas compte de ce redoublement, hein. Alors, il faut quand même qu'il ait des bonnes notes dans sa deuxième première, puisqu'on prend les notes de première, mais on ne prendra pas les notes de la première, hein. On prend les notes de la deuxième première. Voilà. Adrien là pose une question que j'avais déjà vu passer avant par oui, rapport à la crise effectivement. sanitaire. Est-ce qu'on prend en compte les difficultés? Non, on ne peut pas parce que ça serait inéquitable d'une part et parce qu'on n'a pas l'info d'autre part. Donc effectivement, il y a des lycées qui ont plus ou moins bien compensé la crise sanitaire, d'autres pour lesquels ça a été plus compliqué, plus aléatoire, etc. Voilà. Ce qu'on peut juste dire, c'est que la crise sanitaire, elle a frappé tout le monde, que grosso modo, les phases de confinement, etc., tout ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Mais après, des options ou des spécialités qui ont été plus organisées, pas organisées, on n'a pas l'info, on ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, on ne le prend pas en compte. Voilà, et du coup, la dernière question que j'ai, et après on va peut-être s'arrêter là parce qu'on arrive à la fin de la conférence, c'est le chiffre de 719 admissibles, comment il est fixé, est-ce qu'il varie chaque année? Alors, en fait, on a fixé 700, et vous voyez qu'on en a pris un peu plus parce qu'on a eu moins de problèmes techniques que prévu. Donc, on a en cours de première semaine reconvoqué un peu plus d'étudiants en plus. On en a pris 719. Ça sera dans ces eaux-là, hein, ça ne sera pas moins de 700, ça c'est sûr. Ça sera pas difficile, ça sera pas beaucoup plus que 720 non plus parce que il faut que ça tienne dans le nombre de jours que je vous ai indiqué. Voilà. Et puis, ben, c'est simple.
on prend le score d'admissibilité nous donne un classement et on prend les 700 ou 720 premiers du classement. Voilà. Et il y a une liste d'attente, hein, c'est-à-dire que le classement, en fait, on classe tous les candidats. Il n'y en a pas qui sont refusés, hein, on classe tous les candidats. Et s'il y a des démissions, on en a eu hein, cette année, sur les 700 admissibles. Sur les 719 admissibles, il y en a 2 qui ont dit oh ben non, j'ai changé d'avis, je suis admissible, mais je ne viendrai pas aux épreuves. Voilà. Et ben, on a reconvoqué les 2 suivants sur la liste. Hein. J'ai répondu à votre place, Oui, mais bien pour être sûr. sûr, est-ce que les gens qui sont bien classés en phase d'admissibilité sont avantagés dans la phase d'admission? Non, je viens de dire, il n'y a pas de corrélation. Ok, oui, c'est Donc, ça. On ne regarde pas les dossiers sur la phase d'admission. voilà. Donc, on ne regarde pas les dossiers. Et comme en plus, on évalue des compétences différentes, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de corrélation. Oui. Alors, du coup, on va faire les 2 dernières questions. L'algorithme d'admissibilité est-il public? Non, parce que ça n'est pas un algorithme. Il y a un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire il va chercher dans Parcoursup telle note, il la multiplie par un coefficient et en fait il fait la somme de toutes les notes, mais ça fait partie comment dirais-je, les critères sont publics, les attendus et les critères sont publics. Si vous allez sur Parcoursup, vous aurez le rapport public d'examen des vœux de la session 2021 où vous avez l'ensemble des critères qui ont été utilisés. Oui, ça oui, mais le nombre de points exact, tout ça, ça relève de la confidentialité de la délibération du jury, et le jury est souverain pour éventuellement les changer, etc. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est totalement équitable, c'est que il y a pas de, il y a, c'est anonyme en plus, c'est-à-dire que le jury, par exemple sur l'admissibilité, il n'a pas les noms et prénoms des candidats, donc il ne peut pas décider de faire passer un tel parce que c'est le fils d'eux ou la fille d'eux, etc. C'est d'une équité intellectuelle absolue. Ça marche. Et du coup, dernière question, mais pareil, juste pour être sûr, lorsqu'on est admissible, on a le choix de démissionner et de ne pas aller présenter l'admission, et ça ne grille pas une chance de concours. Si, Si? du moment qu'on est déclaré admissible, on est considéré comme ayant été inscrit au Ah, concours, que finalement on s'y présente ou pas. d'accord. Donc, si on a fait un vœu sur Parcoursup et qu'on n'est pas admissible, on n'est pas considéré comme ayant utilisé une tentative, mais si on est admissible aux épreuves et qu'on ne s'y présente pas, on perd une chance. Le seul cas où on n'en perd pas, c'est si on ne se présente pas aux épreuves parce qu'on a eu un problème de santé grave, une hospitalisation, un truc comme ça, qu'on est capable d'en faire la preuve avec un dossier médical qui a été évalué. On a un médecin qu'on rémunère sur le concours pour évaluer tout ça, hein, tout ça, ça relève du secret médical. Et si le médecin nous dit oui, c'est avéré, le pépin a empêché cette personne de, à ce moment-là, le jury peut décider d'annuler la tentative pour cette personne-là. Oui, donc de toute façon, on est perdant à ne pas présenter les épreuves orales quand on a été Ah oui, admissible, parce que surtout de qu'en toute plus, façon, ça ne regarde pas les dossiers. Donc, voilà, et en plus, ça peut être quand même un galop d'essai. C'est toujours formateur d'avoir participé à des entretiens de recrutement. Hein. Alors, Henri pose une question, pardon Thomas, à laquelle je vais répondre. La validité du concours est-elle immédiate ou possible d'intégrer l'école ultérieurement? Quand on intègre, quand on est admis au concours, on doit se présenter le jour de la rentrée et on doit même avoir, c'est la règle, la loi dans Parcoursup, on doit avoir validé en ligne son dossier d'inscription avant le 17 juillet. Voilà. Le seul cas où on peut ne pas se présenter ultérieurement, c'est si on fait une demande de césure dans des conditions qui sont parfaitement précisées par la loi et qui ne sont pas accordées de droit. Voilà. très bien. Et du coup, dernière question, c'est la dernière cette fois. Les moyennes générales n'existant plus dans certains lycées, comment c'est pris en compte? Eh ben, en fait, on ne prend pas en compte les moyennes générales, donc on s'en fout si elles n'existent plus. On prend les moyennes dans chaque spécialité. Parce qu'effectivement, la réforme du bac a fait disparaître les moyennes générales dans la mesure où
faire des moyennes de SVT pour les uns et puis de maths pour les autres et puis d'histoire de l'art pour les troisièmes, pour encore d'autres élèves, ça signifie rien. Donc, ils ont décidé de ne plus faire de moyenne générale. Puis il y en a d'autres qui continuent quand même. Mais nous, en fait, on prend les moyennes dans chaque matière qui nous intéresse. Et ça, les lycées continuent de le faire. Très bien. Bah, écoutez, plus de questions et on est arrivé au terme de la conférence. Donc, merci pour cette intervention et pour ces réponses claires. Et voilà. Eh bien, merci à vous, Thomas. Merci à tous les autres. Bonne chance à ceux qui seront finalement candidats et travaillez bien pour avoir le dossier le plus étayé possible. Voilà. Oui. Bon courage à tous. Merci pour votre participation au forum. Ça nous a fait très plaisir. Moi, j'étais un des 2 étudiants qui était chargé de l'organisation complète de l'événement. Donc, ça fait très plaisir d'avoir beaucoup de participation. Et écoutez, bon courage pour votre année et si vous passez le concours cette année. Bonne soirée. À propos de l'organisation, Thomas, quand vous aurez arrêté l'enregistrement, j'ai une Je ou vais deux questions l'arrêter à vous tout de suite si vous poser. voulez. Hop. Voilà. Au revoir à tous. Alors, arrêtez l'enregistrement.